L'histoire de l'alchimie. Ici, présentée, une gravure de Pierre Bruegel l'Ancien, dessinée vers 1558. Cette gravure que vous voyez ne saurait s'apprécier au premier degré, mais plutôt comme une allégorie. De fait, un même personnage est présenté plusieurs fois dans une même scène, le dépeignant dans des situations et des temps différents. Ainsi, au premier plan, l'alchimiste est représenté deux fois. La première à droite, en train de lire des traités et d'indiquer de la main la marche à suivre. La seconde à gauche, en train de se perdre dans la multitude des tâches qu'elle attendent au fourneau. Au centre règne la plus grande confusion. Pour commencer, une femme constate que sa bourse est vide. Et juste à côté, un fou ranime en vain le feu sur des récipients renversés. Au fond de la pièce, trois enfants chahutent allègrement avec les instruments du pater. La morale de l'histoire, elle est esquissée par la fenêtre, dépeignant un alchimiste ruiné, avec sa femme et ses enfants, contraints de s'en remettre à l'hospitalité d'un asile, ancêtre du savant fou Bonjour. C'est là une représentation risible de la figure de l'alchimiste, dont la folie n'a d'égal que son ambition, à vouloir travailler contre les lois de la nature, à chercher à transcender les normes de la raison elle-même. Il faut dire que l'alchimie est pour beaucoup le résultat de trompeuses illusions et de solides déceptions, ce qui a longtemps laissé dubitatifs les historiens. Après tout, quel intérêt à étudier une telle fumisterie? Il faut bien dire que l'alchimie n'est pas une science. C'est un savoir occulte visant à transmuter les métaux vides en or, à produire un élixir de longue vie, comme l'a si bien vulgarisé le manga Fullmetal Alchemist. Quand on y regarde bien, tout oppose l'alchimie de la science. Ainsi, l'alchimie préfère les images quand la science s'appuie sur des concepts. L'alchimie développe des rêveries quand la science construit des théories. L'alchimie s'enferme dans le secret et l'occultation quand la science préfère la diffusion et l'enseignement. Vraiment, autant conclure tout de suite et éviter de se fatiguer plus. Ce serait légitime si l'objectif était de statuer de la validité ou non des théories alchimistes. Or, tout ce que je cherche dans cette série de vidéos, c'est de restituer un cadre historique pour sentir l'époque et parcourir les mentalités d'antan. Et quel meilleur sujet qu'un savoir qui a captivé les esprits pendant plus de 15 siècles. D'autant plus que si l'alchimie se résumait à ces tours de passe-passe, l'engouement n'aurait pas si bien tenu dans la durée. Si cet ésotérisme a débordé du simple effet de mode pour perdurer pendant plus d'un millénaire, c'est qu'il y a une profondeur spirituelle à en tirer. Il serait trompeur d'imaginer les alchimistes comme un bloc hétérogène et solidaire. Ainsi, les véritables alchimistes n'ont eu de cesse de critiquer et de dénigrer ceux qui prétendaient parvenir à la fabrication de l'or, sans s'être donné la peine de se livrer à de longues et fastidieuses études. Ces véritables alchimistes appelaient alors ces charlatans des souffleurs, incapables de faire autre chose que de souffler sur le feu et de faire croire à la réussite de leur entreprise par quelques subterfuges souvent dérisoires, à l'instar de ce qui est raillé dans la gravure en ouverture de vidéo. Pour bien faire, il faudrait remonter aux origines antiques de l'alchimie et s'arrêter au XVIIIe siècle, où les sciences ont achevé d'enterrer l'alchimie. Seulement, pour des raisons qui n'intéressent que moi et mes joueurs, je m'investirai surtout à éclairer le XVIe siècle, ce qui ne m'empêchera pas de remonter aux origines pour voir comment se sont construites les mentalités
dans ma période de prédilection, comme d'anticiper sur l'avenir de ce temps, afin de rendre à ce courant de pensée son dynamisme. Pour bien faire, il faudrait s'en tenir aux espaces où l'alchimie a été la plus influente, et où elle s'est le mieux développée. Aussi parlerai-je évidemment de l'Occident et du Moyen-Orient, donnant peu de place à des théories hasardeuses qui suggèrent des liens avec une très antique alchimie mésopotamienne ou indienne. En revanche, je pourrais parfaitement parler de l'alchimie chinoise, dite l'alchimie taoïste pour les intimes. Après tout, cette dernière a des fondements historiques qui ne font plus aucun doute. Cependant, on en a un stade, point de vue historique, où on n'arrive pas à établir les jeux d'influence dans un sens ou dans l'autre. Aussi, si je dois un jour parler de l'alchimie taoïste, je le ferai dans une vidéo à part entière. De même, ma démonstration ne sera pas la plus exhaustive parce que, déjà, le format ne le permet pas. Aussi, ferai-je l'impasse sur de nombreux noms qui mériteraient pourtant d'être développés. Des anciens. Nous connaissons les vastes développements en mathématiques, en astronomie, en physique, en médecine ou en géographie. Les noms qui nous viennent en tête sont spontanément ceux de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, d'Euclide, de Pythagore et bien d'autres. Dans ce terreau intellectuel de l'Antiquité, si le savoir que nous étudions n'est guère formalisé, on devine, ci et là, des raisonnements esquissant de près ce qu'allait plus tard devenir l'alchimie. Ce qu'il faut d'abord relever, c'est le caractère confus et lacunaire des premiers textes, ne permettant guère de reconstituer les conditions dans lesquelles les premières théories chimiques s'étaient mises en place. Aussi, allons-nous parler plus avant des 3 principales sources de l'alchimie antique. Premièrement, il nous faut parler rapidement des recettes qui étaient les premières tentatives de théorisation pratique de métallurgie, de teinturerie et de joaillerie. Il s'agissait à l'époque de réaliser des alliages ou de donner à des métaux les aspects de l'argent ou de l'or, mais aussi de fabriquer des pierres artificielles et des teintures de tissus. Ces savoirs permettaient alors de tromper et d'ainsi contribuer à quelques fraudes dont l'objectif était de leurrer jusqu'aux artisans. À l'étude de ces écrits, il est difficile de dire s'il était seulement question d'imiter, sinon falsifier, ces métaux précieux pour tromper une certaine clientèle et s'enrichir, ou si ces faussaires ambitionnaient déjà d'atteindre une forme de transmutation. Et la distinction est importante en effet entre la volonté de donner l'apparence de l'or à l'état et celle de fabriquer réellement de l'or. Dans le second cas, cela impliquerait d'élucider des mystères de la nature pour reproduire artificiellement ses caractéristiques. Seulement, pour passer de considérations si techniques à de telles considérations plus philosophiques, il faut se reposer sur la sagesse des anciens. Cela nous amène au deuxième point, soit la philosophie naturelle des Grecs. Bon, nous n'en ferons pas une étude exhaustive, je vous préviens. Simplement que plusieurs écoles inspireront plus tard les alchimistes, à l'instar des platoniciens et des péripatéticiens. La figure la plus notable est celle d'Aristote, qui, s'il s'attira a posteriori quelques critiques sur son mépris des théories élémentaires au profit de l'homomorphisme finalement mal reçu, n'en nourrit pas moins les bases de riches développements donnant à la chimie toute sa vigueur. La théorie la plus populaire d'Aristote, aux yeux des alchimistes, était celle qui entendait expliquer la formation des pierres et des métaux. Selon lui, lorsque la vapeur est retenue dans les mines, ce qu'on appelait l'exhalaison humide,
Elle fait naître des métaux, fer, or, cuivre, sous l'effet d'une compression qui la fait directement passer à l'état solide, sans s'arrêter à l'état liquide. Aujourd'hui, la science reconnaît ce phénomène comme le processus de sublimation, soit le passage de l'état solide à l'état gazeux. Oui, bon, je le précise, je ne suis pas chimiste, je suis historien, je m'en émerveille, voilà. Cette théorie jouera un rôle central dans les discours alchimiques, les discours alchimiques jusqu'au XVIIIe siècle. À partir de là, les alchimistes estimaient que ce sont les impuretés terrestres qui entouraient ce processus lors de la formation des métaux dans les mines, ce qui permettait d'expliquer que le procédé puisse produire de l'argent, du cuivre ou de l'or. Quand on accepte cette idée, il devient concevable de mettre au point une technique permettant de purifier le processus afin de restituer aux métaux imparfaits la perfection de l'or et de l'argent. En outre, les théories d'Aristote, qui étaient demeurées vagues, s'en trouveront amplement développées par les alchimistes, qui ajouteront les deux principes que sont le soufre et le mercure, symbolisant tous deux le rôle du chaud et de l'humide, dans un contexte intellectuel où ces deux qualités sont identifiées au feu et à l'eau. Troisièmement, il nous faut mentionner, comme dernière source, le nom d'Hermès Trismégiste. En effet, plusieurs textes avaient été rassemblés à Byzance à partir du VIe siècle après Jésus-Christ et attribués au susnommé. Ce fut seulement en 1471 que ces écrits furent redécouverts et traduits, familiarisant les alchimistes avec cette figure mariant les identités d'Hermès et de Thoth. Les alchimistes feront d'Hermès Trismégiste le dieu de la communication, si bien que les hermétiques parleront de lui comme du dieu de la révélation d'une parole divine qui se répand parmi les hommes en s'adaptant à leur capacité réceptrice. C'est ce qu'on appellera le logos. Là est le paradoxe, car si la divinité de base se veut transmettre des connaissances, l'hermétisme recouvrira les apparences d'une science cachée. Cela s'expliquait simplement. Les savoirs reçus ne devaient pas être livrés au plus grand nombre, mais divulgués par l'intermédiaire de rêves ou de signes qui demandaient eux-mêmes une forme d'interprétation. Ainsi, Hermès Trismégiste est-il à la fois celui qui divulgue et celui qui retient, celui qui diffuse et celui qui cache. Dans les faits, les signes sont nombreux à montrer que les écrits attribués à Hermès Trismégiste ont en réalité été rédigés par des auteurs différents. Pour ces textes, il s'agit, pour l'essentiel, de rêveries, relevant d'une approche aussi bien mystique que philosophique, faite d'un mélange d'emprunts aux philosophies grecques et aux diverses croyances inspirées de nombreuses sectes religieuses qui dominaient les populations avant le christianisme. Outre les mystères, ces textes traduisent tous la question du salut, bien que la lecture qui en est faite varie d'un cas à l'autre, tantôt optimiste, tantôt pessimiste. D'un côté, oui, on propose à l'homme le salut par la spiritualisation de la matière. De l'autre, on considère que l'homme est tant enfoui dans la matière qu'il ne pourra jamais connaître la vérité et être sauvé. C'est ce rapport entre l'esprit et la matière qui influencera pour partie les études alchimiques, avec des ambiguïtés manifestes sur la caractérisation de ces termes. Reste que, dans la mesure où ces textes ont été oubliés après avoir été rassemblés à Byzance, leur influence n'a été que mineure dans l'alchimie médiévale, jusqu'à trouver son public, véritablement à l'époque de la Renaissance,
avec ces traductions. Mais avant de passer à la transition chronologique, il me paraît important de s'arrêter sur des considérations plus matérielles, plus terre-à-terre. En effet, lorsque l'on parle d'alchimie, on imagine toujours un grand laboratoire avec un tas d'instruments de chimie où on se demande un peu ce que les praticiens viennent trifouiller derrière. Cet héritage nous vient du dénommé Zosime, qui était un alchimiste égyptien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ce dernier a produit des écrits aux figures de nombreux dessins représentant les appareils usités par l'auteur. Des dessins qui seront plus tard reproduits à l'époque médiévale, avec les négligences que l'on peut deviner de la part des copistes de l'époque. Deux types d'appareils y sont principalement présentés. L'alambic et la kérotakis portotatis. Parlons de leurs usages. L'alambic, pour commencer, servait à la distillation, en chauffant un liquide dont l'évaporation venait se déposer par condensation sur la paroi de la partie supérieure de l'appareil, où elle était alors recueillie. Il en existait plusieurs variantes afin de faciliter la réception du produit distillé. Par exemple, quant au kérotakis, on ne sait pas trop à quoi servait ce truc. Dans le principe, cela ressemblait à une palette sur laquelle le peintre déposait des couleurs qu'il faisait fondre pour les mélanger. Aujourd'hui, on pense que le fond de l'appareil consistait en un foyer qui chauffait un récipient, dans lequel se trouvait une substance, comme le soufre ou le piment, pouvant facilement se vaporiser à l'intérieur d'un tube englobant l'ensemble du dispositif. Et les vapeurs de cette substance venaient se mêler avec les corps métalliques fondants ou fondus, situés sur la kérotakis proprement dite, puis finissaient par se fixer sur le sommet interne de l'appareil, ce qui nous amène au processus de distillation, avant de redescendre vers le fond, où l'ensemble de l'opération recommençait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On disposait ainsi d'un appareil pouvant réitérer les processus de vaporisation un grand nombre de fois, dans l'espoir d'aboutir à la perfection de l'opération. Sans doute cherchait-on par ces instruments à reproduire les théories d'Aristote, allez savoir. Dans les faits, il serait difficile d'identifier à quoi cet appareil pouvait vraiment servir, les conseils d'utilisation demeurant les plus vagues. Au-delà de ces deux appareils, Zosime en a esquissé d'autres, comme le phanos, soit un fourneau supportant deux vaisseaux retournés l'un contre l'autre et surmonté d'un tuyau légèrement courbé, qui pouvait servir à obtenir du cinabre artificiel à partir du soufre et du mercure déposés dans le bas de l'appareil, un procédé utile au processus de sublimation susmentionné. On trouve aussi la représentation de divers vases, fioles et gotées, ainsi que plusieurs types de fourneaux assez proches de ce que l'on pouvait trouver pour la cuisine et l'artisanat. Bref, rien qui casse trois pattes à un canard. Enfin, Zosime mentionne à plusieurs reprises une certaine Marie la Juive, comme l'inventrice de nombreux autres appareils, parmi lesquels on peut citer le bain-marie, la cornue, le tribikos, qui est un appareil de distillation à 3 branches, ainsi que la kérotakis. Ces appareils avaient besoin d'être posés sur une source de chaleur, comme ça peut le voir depuis le début, diffusant un feu doux et régulier, ce qui pouvait être obtenu par des cendres chaudes ou alors via le bain-marie. On inventait, autant s'en servir. Le récipient était alors posé sur le foyer et servait d'intermédiaire, de quoi garantir la diffusion d'une chaleur constante et modérée.
tout cet attirail nous fait deviner la nécessaire maîtrise dont devaient faire preuve les alchimistes vis-à-vis de tous ces appareils nécessaires à la distillation, à la sublimation et au chauffage des ingrédients. Ce qui devait impliquer une grande habileté et une grande attention, à une époque où on ne disposait guère d'instruments de mesure aussi efficaces qu'aujourd'hui, comme, je fais dire au hasard, je sais pas, le chronomètre. Maintenant que nous avons un aperçu de l'appareillage de l'alchimiste en herbe, du savant fou, quid de la doctrine inhérente à cette pratique? Pour commencer, je vous demande de vous accrocher, la doctrine de Zosime, comme on peut s'en douter, possède une dimension à la fois magique et cosmique. Pour essayer de l'appréhender, parce que ça va pas être évident, partons d'abord de son diagramme. En haut à gauche, vous pouvez voir 3 cercles concentriques, au milieu desquels sont représentées 3 figures, de gauche à droite. Le premier croissant symbolise le mercure, le deuxième l'argent, et la dernière figure l'or. Les 2 cercles intérieurs contiennent le texte suivant. 1 le tout, et par lui le tout, et vers lui le tout. Et s'il ne contient pas le tout n'est rien. 1 est le serpent, celui qui possède l'ios, après 2 traitements. Alors, concernant l'ios, rien à voir avec les smartphones. Pour parler de l'ios, il nous faut poser le regard sur la figure du serpent, que la plupart d'entre vous reconnaîtraient comme un Ouroboros. Vous savez, les symboles qui permettent d'identifier les homunculus dans Fullmetal Alchemist. L'ios, donc, désigne à la fois le venin du serpent, mais aussi la rouille du métal, la rouille d'un métal. Lorsqu'on reprend la phrase dans son ensemble, on comprend qu'il s'agit d'évoquer l'unité du monde dans un univers sans perte, où les matières les plus viles viennent contribuer à la restauration de l'ensemble, mais aussi où chaque individu peut espérer trouver une nouvelle vie après la mort. Sans doute est-ce cela qui a inspiré Hiromu Arakawa à dessiner des Ouroboros pour caractériser ces homunculus. Bref, le tout ici mentionné correspond à la matière première. La matière première est l'essence de tout ce qui existe dans les 3 règnes de la nature. Sauf que, sur la question de la matière première, on en identifie 2 natures, qui possèdent entre elles des affinités qui s'expriment à 3 niveaux. Donc, premièrement, des relations d'analogie qui se caractérisent par une attirance réciproque entre les 2 natures. Deuxièmement, des relations d'exclusion, où l'une des natures semble supprimer l'autre. Dernièrement, des relations de domination, où l'une des natures est neutralisée par l'autre. À partir de là, il faut imaginer que ces relations traduisent métaphoriquement une réaction chimique donnée entre 2 éléments. Derrière, il y a la volonté de récapituler l'ensemble des opérations que l'on peut observer au laboratoire entre diverses substances chimiques. Ce diagramme expliqué, il nous faut à présent rebondir sur le texte de Zosime en lui-même. Dans son texte, il parle d'une eau divine, qui correspond précisément à cette matière première que nous venons d'évoquer. Cette eau divine est également appelée eau de soufre. Bien que les propriétés décrites dans ces textes nous rappellent davantage le mercure, on peut s'étonner de l'amalgame qu'en est fait. Pour y répondre, il faut se rappeler l'étroite connexion entre
le soufre et le mercure dans la littérature alchimique. Après tout, imaginez, quand un métallurgiste extrayait le mercure de son minerai, donc le minerai, le cinabre, il pouvait considérer que ce dernier contenait du soufre et du mercure, puisque, prosaïquement, il s'agissait alors de sulfure de mercure. Seulement, on considérait alors que le mercure était extrait de ce soufre primitif qu'est son minerai, soit le cinabre. Maintenant, pourquoi parler de tout sur la question du mercure? Pourquoi parler de tout sur la question de la matière première, de l'eau divine, de l'eau de soufre? Eh bien, cela fait écho sans doute aux textes antiques philosophant sur ce concept de matière première. Ainsi, va-t-on supposer que cette eau divine, qui rend compte de toutes les propriétés particulières de la matière, elle est présente pour à la fois donner la vie et la mort. Au final, la doctrine de Zosime constitue quelque chose pouvant se rapporter à un programme de recherche que suivront les alchimistes des siècles à venir, comme les étudiants en master avec leur directeur de recherche, si on veut. Cette doctrine sera à la fois une philosophie naturelle, recherchant les propriétés des natures, mais aussi une chimie voyant dans la possibilité de fabriquer de l'or ou de l'argent, la preuve de sa maîtrise des propriétés métalliques. Cependant, il est encore difficile de voir comment la recherche d'une médecine universelle a pu naître à partir de ces bases très minérales, pour ainsi dire. Peut-être aborderons-nous cela pour la deuxième partie de cette série de 3 vidéos.